Ouais, bonjour Dominique et bonjour à l'équipe du SDE. Donc, Salut. c'est a priori moi qui vais représenter l'AMF ce matin à distance, alors que vous êtes dans les bureaux de l'AMF. Donc, Oui, merci de votre accueil. c'est ça, l'AMF, c'est notre grande famille, c'est pour ça. On va peut-être patienter quelques minutes, le temps que tout le monde se connecte, et d'ici 2, 3 minutes, et puis je ferai un petit propos introductif pour rappeler ce projet, enfin cette collaboration que nous avons entre nos deux institutions, et puis ensuite je laisserai la main à l'équipe. Donc dans 2 minutes, on démarre. Très bien, merci. Il allait chercher Loïc. Ok, très bien. Je vous propose que nous démarrions nos travaux de ce matin. Donc, Loïc Raoul, je suis représentant de l'Association des maires de France ce matin, l'AMF qui vous accueille pour ce rendez-vous, je vais dire presque mensuel que nous avons là maintenant depuis plus de 2 ans, c'est-à-dire pouvoir avoir des temps d'échange sur des sujets aussi variés les uns que les autres et qui intéressent les communes, les 346 communes de notre département. Je voulais excuser Ronan Cadran, le président de l'AMF, qui ne pouvait pas être présent ce matin et qui m'a demandé d'assurer cette introduction, ce que je fais avec beaucoup de plaisir en ayant eu l'occasion par le passé d'en faire quelques-unes. Et puis, c'est beaucoup de plaisir que du coup, je retrouve l'équipe du SDE autour du président Dominique Gramard pour ces temps d'échange un peu plus techniques, cette fois-ci autour de l'électricité, autour de l'énergie, autour du gaz, plein de sujets qui sont traités par le syndicat départemental d'énergie et pour lequel eh bien, il est toujours intéressant d'avoir les évolutions réglementaires, les évolutions techniques, les points qui intéressent nos communes. Il y a un mois, nous avions eu cette première rencontre autour de l'éclairage public, question importante aussi pour nos collectivités. Et aujourd'hui, on est plus sur l'énergie, la production d'énergie renouvelable. Euh, L'énergie est une question importante au cœur de notre collectivité parce que d'abord, nous sommes des élus responsables et nous savons que le réchauffement climatique est aussi en partie lié à nos consommations d'énergie, notamment nos consommations d'énergie fossile. Et donc, il nous faut trouver des alternatives, comme tout le monde d'ailleurs, sur l'énergie du futur, même déjà du présent, mais du futur, qui fera que nous émettrons beaucoup moins de gaz à effet de serre. Et puis, c'est aussi une question fondamentale pour, commençons en ce moment à nos discussions budgétaires pour maîtriser nos dépenses de collectivité. Et on sait bien que aujourd'hui, l'énergie pèse lourd sur nos budgets. Et si nous pouvons à la fois d'abord l'économiser, puisque c'est celle-là la moins chère, hein, celle qu'on ne dépense pas, mais surtout être aussi en capacité de produire localement des énergies, de façon à aussi à diminuer les transports. L'énergie, plus elle est proche et moins elle est chère, eh bien, c'est gagnant pour tout le monde. Donc le SDE nous accompagne sur ces questions-là depuis très longtemps et s'organise pour que nous, communes, quelles que soient nos tailles, eh bien, nous puissions être, à partir de maintenant, aussi des producteurs d'énergie et que ces constructions eh bien, se fassent de façon à être les plus efficientes possibles. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le SDE va nous parler un petit peu
faire un point déjà sur les énergies renouvelables et ce que nous sommes en capacité de faire avec leur soutien en local pour être producteurs d'énergie. Donc voilà, Dominique, un peu ce que je pense être la réunion de ce matin. Nous avons à peu près 2 heures. Vous connaissez le mécanisme, hein, donc, il y a un exposé qui va être fait avec plusieurs intervenants dont Dominique va nous présenter. Et puis, à tout moment, vous pouvez poser des questions. Alors, avec les petits outils qui sont ceux de Zoom, hein, vous levez la main et puis euh, ont le temps de s'arrêter pour répondre à la question, sachant qu'en plus, nos échanges qui vont durer à peu près 2 heures sont enregistrés. Donc, vous pourrez aussi accéder plus tard à cet enregistrement en tant que participant. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Et puis, on se souhaite une belle matinée de travail. Et je te passe la main, Dominique. Merci à toi. Très bien. Merci Loïc pour ces propos introductifs et puis pour aussi l'accueil que l'AMF nous propose aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire. Donc effectivement, comme tu l'as dit, c'est déjà depuis maintenant de nombreuses années qu'il y a un lien fort entre l'AMF et le syndicat départemental d'énergie des Côtes-d'Armor et qui s'est retranscrit là depuis le début de ce mandat municipal, notamment avec l'organisation de ces webinaires. On avait fait une première série il y a 2 ans. Et cette année 2024, après le webinaire consacré à l'éclairage public, aujourd'hui, on va parler énergie renouvelable. C'est un domaine sur lequel le syndicat d'énergie est de plus en plus mobilisé. Et on voulait en faire un petit point d'étape ce matin avec les élus, les techniciens des collectivités adhérentes à la MF 22, parce que ça bouge énormément en fait, dans ce domaine-là. Il y a souvent beaucoup d'informations qui circulent, pas toujours très justes, et on se trouve, nous, souvent contraints au niveau du SDE 22 de devoir des fois rattraper des choses. Donc, on va pouvoir le détailler dans la matinée. Mais pour avoir une vision plus positive, tout de même, si on a souhaité mettre ce thème en avant, c'est aussi parce que, notamment avec des actualités réglementaires, comme les zones d'accélération sur les énergies renouvelables, dont les uns les autres aujourd'hui ont eu connaissance et pour lesquels ils sont mobilisés. On a vu que ça remontait pas mal là, ces derniers temps au niveau de la préfecture, hein. C'est ce que nous a communiqué encore tout récemment le secrétaire général. En fait, avec ces actualités-là qui bougent beaucoup, en fait, on peut aussi montrer que les collectivités peuvent être vraiment actrices, partie prenante du développement des énergies renouvelables sur les territoires en Côte d'Armor. Et donc, le syndicat est aux côtés de ces collectivités pour aider à ce que ça se passe pour le mieux, en apportant de l'expertise technique, en étant donc aussi éventuellement associé à des discussions que les collectivités peuvent avoir avec des développeurs dans le domaine éolien, photovoltaïque ou autre. Et donc, il est bon en fait qu'on puisse, à cette occasion, ce matin avec le webinaire, pouvoir faire un point donc qui montre quelle est l'offre que le syndicat départemental d'énergie peut vous proposer de façon à ce que les énergies renouvelables trouvent la place souhaitée en Côte d'Armor, de façon à ce qu'on puisse apporter notre contribution à la transition énergétique qui est en cours et qui va s'accentuer pour répondre aux enjeux de dérèglement climatique dont les effets se sentent aujourd'hui pratiquement quotidiennement. Donc ce matin, plusieurs temps de présentation. On a prévu donc de vous rappeler où on en est du contexte réglementaire autour des énergies renouvelables et aussi pourquoi est-ce que on souhaite donc développer les énergies renouvelables sur l'ensemble des territoires français et en Côte d'Armor en particulier. Récemment, le syndicat départemental d'énergie a créé des sociétés, Énergie 22, qui est une société d'économie, et la Splet Armor, qui est une société publique locale. L'idée du temps qu'on va y consacrer ce matin, c'est de faire un point d'actualité sur ces sociétés et ce qu'elles vous proposent. Et puis, on fera un petit focus en particulier sur le photovoltaïque parce que c'est l'actualité, on peut dire. J'évoquais déjà tout à l'heure les zones d'accélération d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, quand les propositions des communes remontent, c'est bien autour du photovoltaïque que l'essentiel s'est concentré. Et donc, on aura l'occasion de dire là où on en est du photovoltaïque en Côte d'Armor et surtout par rapport aux différents modes de valorisation, faire un point sur ce qu'on appelle l'autoconsommation collective. Et donc, vous en saurez, j'espère, à l'issue de ce webinaire, un peu plus sur cette question-là. Voilà, donc pour ces présentations, différents agents du SDE sont mobilisés.
David Conan va prendre la parole juste après moi. Il est donc en charge des énergies renouvelables au syndicat d'énergie et à la SPL Énergie et Territoire d'Armor, la SPLET Armor. Et puis tout à l'heure, Goulven Scollan, qui est dans le service de David, fera le point, le focus sur l'autoconsommation collective en particulier. Donc voilà, on sera principalement trois à parler. Il y a d'autres agents du SDE qui sont aussi présents dans la salle, qui sont à disposition si nécessaire pour répondre à vos questions. Comme l'a dit Loïc, pour certains d'entre vous, vous êtes déjà habitués à ce système de webinaire avec les suites qui seront données après les 2 heures que l'on prévoit de passer ensemble sur ces différents sujets. Mais n'hésitez pas à nous interroger aussi sur le chat. Il y a Anne Leroux-Conter qui est là avec nous dans la salle qui va regarder vos questions, nous les fera suivre et comme ça on pourra réagir dans la foulée pour pouvoir apporter les réponses aux questions que vous vous posez. Donc, on souhaite un webinaire interactif, donc n'hésitez pas à demander la parole par le chat dans un premier temps. Et s'il y a besoin que vos questions soient explicitées à l'oral, on pourra vous donner la parole également. Voilà, donc je vais laisser tout de suite David Conan enchaîner donc sur le contexte général et réglementaire. Et allons-y, on va pouvoir donc tout de suite vous donner les informations et vous pouvez aussi donc préparer vos questions. Bonjour à toutes et à tous. Alors, désolé, ce sont les aléas du direct. J'ai un petit problème de partage d'écran. Je n'arrive pas à faire défiler le diaporama. Désolé, je vais ouvrir un autre document qui va me permettre de vous faire le partage. Ça va être un autre format de fichier qui va nous permettre de faire le nécessaire. Alors, pardon. Si tu peux m'aider peut-être. Mauvais écran. Alors, juste un instant, je veux un autre fichier en PDF qui va nous permettre de poursuivre le déroulé. Là, tu dois, il doit s'entendre. Moi, je fais pour. J'ai pas ouvert le PDF, je suis restée sur le PowerPoint. Je veux parler. Protection des mails, du coup. Il y a peut-être qu'il y a un truc pour faire. Voilà. Hop. Tu récupères là. Non, créateur. Levez la main. Très rarement. Lève la main. Parce qu'en fait, il y a des problèmes de compatibilité. Dans le cœur, réagir. Tu cliques. Et souvent, il ne faut même pas les mettre en partage, enfin en tout écran. Et il vaut mieux que tu te désactives quand tu parles pas. Donc, je vois qu'on ne sommes pas les seuls à avoir des réglages techniques en cours. Donc, effectivement, si vous n'avez pas éteint vos micros, vous pouvez les couper. Puis, nous, on va pouvoir partager avec vous la présentation dans quelques instants. Tu vois? Et là, tu as fait désactiver. Non, il est activé là. Il est activé. C'était en vert. Et tu fais des. Tac, ou alors il va aller en vert quand tu vas. J'ai le bon écran, moi. Non, là, il y a les deux écrans. Il faut se débrouiller pour que ça apparaisse ici aussi. Faut que tu fasses écran 2, en fait. Partager écran 2. C'est la diffusion. L'écran apparaît, hein, le partage d'écran fonctionne. Hein. Ok, donc on va pouvoir y aller. Allez, excusez-nous pour le petit décalage, le faux départ. On y va. Donc, je vous ai fait tout à l'heure la présentation de l'ordre du jour. Et donc, je laisse la parole tout de suite à David Conan pour pouvoir nous présenter le contexte général et réglementaire. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a son micro qui est resté ouvert.
Donc, vous Ah, faites Alt A et ça coupe les micros. Merci. À vous, David. Ouais. Donc, pardonnez-moi pour ce petit aléa du direct. Donc, effectivement, voilà, le propos introductif a été bien, bien fait, le décor bien planté. Donc, ce qu'on va commencer par regarder, en fait, c'est le contexte général dans lequel on s'inscrit au niveau de la production d'énergie. Donc, d'abord à l'échelle nationale et ensuite à l'échelle plus locale. Donc, on a une production d'énergie qui, en 2021, était de 1611 TWh pour notre consommation. Et en fait, la trajectoire pour pouvoir réduire, c'est d'aller vers une cible à 900 TWh en 2050. Donc, on voit que la marche est vraiment très forte et très grande. Ça représente en fait un objectif de 60% même à terme en 2050 de réduction de consommation d'énergie, avec quand même un palier en 2030 à une réduction donc, des fossiles d'une part de 60 à 42%, puis ensuite en 2035 la ramener à 30%. Si on regarde un petit peu plus localement ce qui se compose comme répartition de la consommation d'énergie sur notre territoire, vous avez en fait les données qui sont disponibles sur le site Terrehistorique, vous avez la source en bas là. Vous voyez qu'on a une répartition qui est typique de notre activité en Côte d'Armor, avec donc, le secteur du résidentiel qui représente une grosse partie, ainsi que le routier. En fait, c'est naturellement représentatif de la façon dont est organisé notre territoire. Et si vous avez des données, hein, je ne veux pas forcément passer trop de temps là-dessus, l'idée c'est qu'on puisse aussi avoir un temps d'échange en fin de réunion, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, on pourra prendre un temps. Mais en tout cas, vous aurez le diaporama à votre disposition qui vous permettra ensuite de revenir sur un certain nombre d'éléments et puis on sera aussi toujours en capacité de répondre aux demandes complémentaires qui pourraient avoir lieu à l'issue de ce moment. Si on regarde aujourd'hui la composition en matière d'énergie utilisée pour répondre à ces usages, on a bien sûr, donc là c'est un petit problème de mise en forme au niveau du PowerPoint, mais on voit que les 42% en fait qui représentent la grande part de consommation, c'est aujourd'hui du produit pétrolier, donc ça fait écho à ce qui était évoqué en introduction, le réel besoin de réduire en fait cette part de dépendance aux énergies fossiles. Et les collectivités sont forcément naturellement intéressées par ce sujet. Si on regarde maintenant du côté de la production, parce que c'est bien l'objectif, c'est d'augmenter la part de production de renouvelables. En Côte d'Armor, en fait, on produit à peu près 16 à 20% de notre consommation d'énergie en apportant du coup de la production renouvelable. Parce qu'en Côte d'Armor, on n'a pas d'autres sources de production que celle-ci. Donc, vous voyez ici la décomposition à nouveau. En fait, on est principalement sur du bois, de l'éolien. Et puis, vous voyez la répartition ensuite qui est réaffectée par énergie toujours. Donc, on a principalement de la chaleur qui est produite et également de l'électricité. Et on voit que le biométhane commence aussi à se développer. C'était l'objet d'échange il y a peu de temps avec également l'AMF. On voit qu'on a une part qui est en train de croître et qui a un réel potentiel également avec le territoire agricole sur lequel on réside. Alors tout ça c'est bien beau, mais forcément on se pose la question de savoir comment sortir des énergies renouvelables. Donc on est sur des énergies fossiles, pardon. On est sur un triptyque en fait. Hein, c'est une démarche qui est plutôt connue et simple, mais bon, on peut tout de même la rappeler. Donc il suffit de diminuer nos consommations, miser sur un mix énergétique qui intègre davantage le renouvelable et puis utiliser le potentiel mobilisable de chaque territoire avec forcément un besoin de savoir où se trouvent les gisements pour pouvoir aller les exploiter. Le syndicat d'énergie, vous commencez, j'imagine, à le connaître maintenant. Les ambitions qu'il porte sont aussi rappelées.
Donc, mutualiser les moyens opérationnels, accompagner les membres dans leur transition énergétique et puis également constituer un catalyseur pour le développement de filières propices au développement économique aussi de notre territoire et avec un impact réduit sur l'environnement. Donc ça, il y a un défi qui est énorme. Donc ça veut dire que si on n'est pas en capacité d'agir aujourd'hui, ça sera impossible d'atteindre ces objectifs. Et donc, je vous faisais une petite allusion aussi au catalogue d'émissions qui existe, qui est à votre disposition sur le site internet du syndicat d'énergie des Côtes d'Armor et qui précise quels sont nos domaines d'intervention, comment on peut accompagner les collectivités au quotidien dans les sujets qui sont les leurs et pour lesquels on espère être en capacité de vous apporter une expertise, à savoir notamment sur les réseaux et la thématique de l'énergie au sens large. Cette slide, c'était simplement pour présenter aussi le contexte un petit peu plus général dans lequel on s'inscrit au niveau costa-armoricain. Donc, on a des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires qui existent partout en France. Celui en Bretagne est relativement ambitieux. Il précise notamment sur la partie solaire, en fait, un objectif en 2040 à 3150 gigawattheures. Quand en 2021, par exemple, nous en étions à 307. Donc ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de travail encore à accomplir pour pouvoir prétendre à atteindre cet objectif. En accompagnement de cet objectif, il y a des outils qui existent, notamment les plans climat, air, énergie territoriaux. Donc vous voyez ici une carte qui date d'octobre, qui recense en fait où en sont chacun des territoires sur ce sujet. Donc celle qui est en bas à gauche, la plupart des EPCI en fait ont adopté leur plan climat énergie et d'autres ont également engagé une autre action complémentaire avec des outils de planification. Donc c'est la carte qui est en bas à droite que vous voyez là. Sur soit l'ensemble des énergies, soit plutôt le solaire photovoltaïque, soit plutôt l'éolien. C'est en fonction aussi de la typologie du territoire qu'il va y avoir une appétence à aller sur un sujet plutôt que sur un autre, même si l'ensemble des thématiques sont toujours abordées, mais il y a toujours des contextes particuliers qui font qu'il y ait des attentions peut-être prioritaires sur certains d'entre eux. Vous avez également entendu parler ces derniers temps des zones d'accélération des énergies renouvelables. Donc, on a une loi qui a été suivie de décret récemment, donc la zone la loi APER, pardon, accélération de la production des énergies renouvelables. Il faut se rappeler en fait qu'en Union européenne, on est le seul pays à ne pas avoir atteint nos 23% de production de renouvelables. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle le législateur a mis en place un outil supplémentaire pour pouvoir accélérer en France. Et donc, on est dans ce dispositif qui, au niveau local, en fait, représente pour chacune des collectivités la nécessité de déclarer ces zones de production d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, il y a une cible qui n'est pas totalement atteinte, mais il y avait un calendrier qui était très, très contraint. Donc, ça veut dire que c'est pas satisfaisant à l'État, mais pour autant, ça devrait l'être, on l'espère, à la prochaine relève. Donc, le calendrier, donc là, c'est 2025. Le 15 janvier, il faudra qu'il y ait une complétude des zones, de déclaration des zones d'accélération qui puissent être faites. Et suivant quoi, on espère que cette fois-ci, les objectifs pourront être atteints, mais sinon, il y aura un nouveau tour qui sera engagé pour pouvoir préciser ces zones ou les compléter. Les éléments en fait contraignants qui s'imposent à nous font quand même qu'il y a du positif dans tout ça. C'est quand même ce qu'il faut en retirer. Donc au niveau notamment de l'activité qui est accompagnée par le syndicat d'énergie, on voit qu'il y a forcément des soutiens qui peuvent être apportés et vous êtes nombreux à nous solliciter par rapport à ça. Donc ça va être l'objet des autres slides qui vont venir, mais il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Vous avez forcément un appui qu'on peut constituer à vos côtés pour cela. Donc ça, c'est la partie que je pense tout le monde apprécie le plus, la partie juridique. Donc je ne vais pas forcément m'y étendre. C'est juste pour vous rappeler en fait vraiment les contraintes dans lesquelles on se trouve tous et de façon systématique.
À partir du moment où on est maître d'ouvrage, on se retrouve contraint par le code de l'habitat, par le code de l'urbanisme, que ce soit sur de l'immobilier bâti, non bâti, des parkings, des bâtiments, différents équipements. Et la loi d'accélération sur la production des énergies renouvelables a aussi rajouté son lot avec des objectifs à 2023, 26 et 28. On a dit deux mots tout à l'heure, je ne m'étends pas davantage. Vous avez également sur le site internet de la Splet Armor, donc www.spletarmor.bzh, un recueil de textes juridiques avec des éléments un petit peu plus ludiques qui sont évoqués et qui vous permettent de savoir où vous vous situez en termes d'obligations pour atteindre pour respecter ces contraintes. Je prends la suite pour justement vous faire un point sur comment le SDE peut vous aider à faire que ces contraintes finalement soient mieux intégrées et elles ne deviennent pas des difficultés, mais au contraire qu'on puisse les franchir et avancer sur les projets. Alors là, on a mis service photovoltaïque, mais plus globalement, c'est dans tout le domaine des énergies renouvelables. Si vous avez besoin d'avoir des précisions sur le contexte réglementaire, sur les modalités de portage d'un projet, le syndicat d'énergie est vraiment à votre disposition. Prenez contact tout d'abord avec le SDE 22 pour toutes les remarques, questions d'ordre général. Ensuite, en fonction des projets, de leur état d'avancement, les autres sociétés qu'on a pu créer pourront vous accompagner. La SPL Énergie et Territoire d'Armor, c'est une structure qui a comme objectif de vous accompagner sur la partie étude de faisabilité. Je le détaillerai tout à l'heure, mais pour l'ensemble des membres de cette SPL. Ensuite, la SEM Énergie 22 qui a été créée il y a 6 ans de ça, elle est plutôt une structure qui a été fléchée pour investir et développer à vos côtés des projets d'énergie renouvelable. Elle intervient dans le domaine du photovoltaïque, mais aussi de l'éolien et du biogaz. Et elle porte également les stations de gaz naturel véhicules qu'on a souhaité voir diffusées sur le territoire costarmoricain. Je vais rentrer dans le détail justement de cette société Énergie 22. C'est une société d'économie mixte. Elle est avec un capital. Jusqu'à présent, on est en pleine augmentation. Ça sera finalisé d'ici la fin de l'année. En 2018, quand on l'a créé, c'est 1 600 000 euros qui ont été mis au capital, dont 60% apportés par le syndicat départemental d'énergie. Le reste du capital a été apporté pour 15% par la Banque des Territoires, la Caisse des dépôts et de consignation. Ensuite, chaque banque locale, Crédit Mutuel Arkea, Crédit Agricole, Caisse d'épargne, ont apporté 5% chacune. Et ensuite, on est allé chercher aussi des acteurs industriels, économiques, qui étaient intéressés par ce domaine. Le groupe Le Du Industrie, donc à Châtellerault-Plouagat, et le groupe Sturno, basé à Avranches, avec lequel le syndicat d'énergie est habitué à travailler. Et ces entreprises sont venues boucler le tour de table lorsqu'on a créé Énergie 22. Là, on est en pleine augmentation de capital, comme je vous le disais. On va monter le capital à 11 800 000, plus 10 200 000. On peut dire qu'après 6 ans d'activité, on voit maintenant qu'on a des opportunités fortes dans le domaine de l'investissement dans les énergies renouvelables en particulier. Et pour certains projets, notamment l'éolien, c'est assez gourmand en capital, même si on prend 10 ou 20% de fonds propres seulement. Il faut pour pouvoir répondre à la demande des territoires en termes de développement de ces énergies, constituer un capital un peu plus conséquent. Et donc, c'est ce que nous sommes en train de finaliser. Dès la fin d'année, on disposera de ce capital qui va être décaissé en partie vers les projets sur lesquels on a déjà travaillé, plutôt en termes d'études ou de développement. Donc, Énergie 22 travaille aussi sur la mobilité décarbonée, sur les différents projets d'énergie renouvelable. Je vous ai déjà parlé éolien photovoltaïque. La méthanisation, on y va notamment au travers d'un projet basé à Plusunet en partenariat avec le syndicat mixte de traitement des déchets, le SMITRED, Valoris, et également les deux comités d'agglomération de Guingamp-Paimpol Agglomération et de Lannion-Trégor Communauté. L'idée, c'est de valoriser les biodéchets sur ce territoire et de pouvoir les méthaniser après que le SMITRED nous les ait préparés.
bien sûr, il y aura aussi d'autres substrats qui seront méthanisés, notamment d'origine agricole, et on est en partenariat avec tout le secteur agricole du territoire en question. Et puis, de manière plus anecdotique, on travaille aussi un petit peu sur la petite hydroélectricité, en lien souvent avec des collectivités en charge de l'eau ou de l'assainissement, pour valoriser en fait des chutes d'eau qui peuvent exister sur les réseaux. Et également, on travaille sur les quelques énergies marines renouvelables, donc plutôt par opportunité. Une société qui s'appelle IS Énergie Marine, vous avez sollicité, c'est sur la commune de Plougrescan que nous sommes en train de travailler sur la valorisation de la houle. Voilà, donc ça c'est pour un panorama un peu général, mais du côté d'Énergie 22, aujourd'hui après 6 ans d'activité, l'idée c'est de vraiment pouvoir donc être aux côtés des communes, des agglomérations, des territoires de manière générale. Et on a constitué une équipe maintenant qui est quasiment au complet, donc avec Vincent Lucas qui est le directeur. Et ensuite, on a donc staffé, comme on dit, cette société de façon à pouvoir être donc, à vos côtés, de façon principalement aussi, quand vous êtes sollicité par des développeurs, notamment dans le domaine éolien, mais aussi photovoltaïque, pouvoir vous apporter une expertise du même niveau que celle que les développeurs peuvent vous adresser. L'idée, c'est que on voyait en fait quand Énergie 22 a été créée, qu'on avait des développeurs, notamment dans le domaine éolien, qui arrivaient sur les territoires et qui s'imposait un peu en fait vis-à-vis des communes, voire même des riverains. Des promesses de bail étaient signées donc pour bloquer le foncier. Et puis après, souvent, nos collègues élus se trouvaient un peu désemparés parce que on s'apercevait que finalement le projet était déjà bien avancé et qu'on avait un peu un développeur qui donc s'imposait en fait sur le territoire sans une véritable concertation. Donc Énergie 22 a été un peu créée en réaction par rapport à ça. L'idée, c'était que les communes puissent dire, bah, écoutez, je connais en fait une société dans laquelle le syndicat d'énergie qui est composé pardon, aussi de communes et de PCI peut en fait être mobilisé. Et en fait, cette société, elle peut venir aussi autour de la table pour voir si le projet que vous envisagez de mettre en place correspond bien aux attentes du territoire. Donc l'idée, c'était vraiment de se dire, on peut jouer à part égale avec les développeurs qui débarquent sur nos communes et ensuite définir les conditions d'acceptation de ce genre de projet, mais aussi de refus, puisque c'est arrivé pour certaines communes que ça aboutisse à ce que les projets n'aillent pas au bout parce que ce n'était pas le souhait du territoire. Et donc déjà, voilà, jouer à même niveau avec les interlocuteurs qu'on peut avoir, donc, notamment dans le domaine de l'éolien. Et puis, pour des projets aussi pour lesquels en fait il y avait besoin donc d'aller plus loin, une fois que le territoire avait repris donc en main donc un peu son destin en matière d'énergie renouvelable, l'idée, c'est que Énergie 22 pouvait donc éventuellement signer les promesses de bail à la place des développeurs ou aussi être partenaire dès la phase d'études et de développement. Et c'est ce qu'on fait notamment sur des communes comme Mérillac ou Plouguenot. Également, on a déjà donc travaillé sur les communes de Ploumagoire ou de Plounévez-Mouédec, donc autour de projets de cet ordre-là. L'autre intérêt en fait d'Énergie 22, c'est de veiller à ce que l'ancrage local du projet soit plus fort. Une fois que l'ASEM, filiale du syndicat, filiale de manière indirecte de nos communes et EPCI, est impliqué dans un projet, le projet prend tout de suite une autre tournure parce qu'il y a un acteur à costarmoricain qui est autour de la table et qui sera même à terme au capital en fait de la société d'exploitation du projet. Et puis, on a également un autre enjeu qui est celui des retombées économiques des projets d'énergie renouvelable. Et quand la SEM est au capital, une partie des revenus générés par ce projet de production d'énergie renouvelable va pouvoir être plus directement réfléchie vers le territoire et réinvestir soit dans le domaine des énergies renouvelables, mais aussi, pourquoi pas, dans la maîtrise des consommations d'énergie ou dans l'optimisation des factures d'énergie. C'est un peu les nouveaux champs qu'on est en train de regarder. Voilà. Et puis, pour vous donner un peu quelques références en termes de développement que Énergie 22 a pu déjà engager. Donc, les projets sont plus ou moins avancés, mais ça vous permet de voir, donc ça apparaît à l'écran, quelques développements en cours, notamment sur Trélé-Verne, sur un ancien site d'enfouissement de déchets
un travail là, donc, qui est bien entamé. En bas de la diapo, vous avez donc sur l'aérodrome de Dinan-Trélivan, puisqu'on est sur du foncier propriété de la commune de Dinan, mais sur la commune de Trélivan, il y avait une deuxième piste d'aéroport qui n'a jamais été utilisée. Et donc, sur ce délaissé aéroportuaire avec la société IEL, il est envisagé de créer une installation photovoltaïque au sol pour 5 mégawatts crête. Et puis, avec un acteur privé, mais relevant quand même du domaine non lucratif, la Fondation Bon Sauveur à Bégard. Là, on a aidé cette fondation à développer une production d'énergie renouvelable qui va être autoconsommée au niveau de ces installations. On a là une petite installation, mais qui en fait permet à la fondation d'avoir moins d'électricité à acheter puisqu'elle autoproduit en fait une bonne partie de sa consommation. Voilà. Je continue avec quelques références en termes de construction, puisque là, on a investi directement. Passez la diapo d'après, s'il vous plaît. On a investi directement sur des ombrières de parking. Donc, la photo que vous avez, c'est une ombrière à Saint-Jacques-du-Menet, qu'on a inaugurée en début d'année. Les stations gaz naturel véhicules que l'on développe au niveau de la SEM Énergie 22 sont également couvertes d'ombrières à chaque fois. On a aussi une possibilité de pouvoir produire sur nos Dominique, stations. Oui, pardon. juste, je ne sais pas si c'est que moi, mais j'ai une partie de la diapo qui est noire. On essaye, il y a effectivement un bandeau et on n'arrive pas à l'enlever. Donc, c'est pas grave, D'accord. on va revenir à la présentation telle qu'on la faisait avant. Comme ça. Il y a un bandeau, mais on n'arrive pas à l'enlever. On va relancer le partage en espérant que ça puisse fonctionner mieux. Est-ce que c'est mieux? C'est bon? Oui, Ouais, Oui, c'est bon. c'est parfait. Très bien, merci. Puis excusez-nous, hein. En plus, je sais que ça arrive souvent dans les présentations en visio et j'ai encore trouvé personne qui a réussi à m'expliquer pourquoi. En fait, en tout cas, voilà, la technique a toujours ses faiblesses et on le voit encore aujourd'hui. Dans le domaine des énergies renouvelables, espérons il y a moins de faiblesses techniques. En tout cas, dans les projets que la SEM Énergie 22 développe ou construit, on essaye de faire au mieux et les retours qu'on a sur les premières installations, notamment celles que vous avez à l'écran, sont très très bons. On a également couvert le gymnase sur la commune de Pugna-Langa, une installation de 110 kilowatts qu'on a inaugurée en juillet l'an dernier. Et puis on a eu également, c'est pas à l'écran, mais pour moi c'est assez significatif, sur l'aire de covoiturage de Saint-René à Ilion-Ifignac, on a couvert l'ensemble de l'aire de covoiturage. Et donc là, ça permet sur du foncier du conseil départemental de pouvoir développer ce type d'installation. D'ailleurs, sur la photo d'après, et donc c'est pour ça que vous pouvez voir aussi sur des centres d'enfouissement comme à Plounévé-Mouédec ou à Loudéac, ainsi qu'à Ruca. C'est souvent sur des anciennes décharges qu'on a pu installer du photovoltaïque et ou sur l'aire de covoiturage de Saint-René. Aujourd'hui, il y a du foncier disponible en Côte d'Armor pour lequel on peut aller sur des installations entre 200, 500 kW crête ou voire plus. Hein, sur Ruca, par exemple, on dépasse les 5 mégawatts. Donc, tout de suite, on a du foncier qui finalement n'avait plus de valorisation, qui ne pouvait pas accueillir d'autres activités et qui, grâce à sa couverture en photovoltaïque au sol, peut tout de suite trouver une deuxième vie et générer des revenus et développer l'économie locale. Je poursuis avec le positionnement de la SEM Énergie 22 sur le photovoltaïque. Tout a déroulé d'un coup. Alors, on va passer à celle d'après. Donc, ça va trop vite. Si c'est ça.
Voilà. Donc, en gros, un projet photovoltaïque a différentes étapes. L'idée pour la SEM Énergie 22, notamment pour les plus gros projets, c'est de pouvoir intervenir sur l'ensemble des étapes. On intervient souvent en lien avec une entreprise privée du domaine du photovoltaïque dès le début sur la partie étude dimensionnement et donc permitting, c'est plutôt la demande d'autorisation. On a souvent des collectivités qui elles-mêmes sont propriétaires du foncier, c'est le cas des centres d'enfouissement ou de l'aérodrome de Dinan-Trélivan dont j'ai parlé tout à l'heure, qui ont là un foncier disponible. Et donc l'idée, c'est de travailler avec les collectivités sur le meilleur projet possible au regard des enjeux. Et donc, si je prends l'exemple de l'aérodrome de Dinan-Trélivan, on va se retrouver avec une partie qui avait évolué en zone humide, hein, puisque c'était un terrain artificialisé pour l'aérodrome, mais qui, en étant délaissé, finalement, a eu, au regard de la typologie des sols, des fonctionnalités de zone humide qui sont apparues. Donc, il a fallu, avec IEL, qui est l'exploitant qu'on a retenu après un appel à manifestation d'intérêt, en lien avec la commune de Dinan, il a fallu déterminer l'étendue réelle de ces zones humides. Et donc, ça aboutira même à une correction du document qui figure au plan local d'urbanisme intercommunal. Là, on est en pleine demande de dérogation pour les espèces protégées. Donc là aussi, il y a eu un travail qui a été engagé avec IEL pour bien identifier les enjeux en termes de biodiversité sur le territoire. Et ça concerne même un territoire qui dépasse les 12 hectares concernés par le développement de ce projet photovoltaïque, parce qu'il faut tout de suite regarder aussi ce qui va se passer autour de l'installation. Donc, tous ces travaux sont conduits avec un développeur en particulier, mais le rôle de la SEM Énergie 22, c'est justement de faire l'interface entre la collectivité et ce développeur et de veiller à ce que les intérêts de la collectivité et les intérêts du projet tout court soient bien défendus. Ensuite, sur le deuxième aspect, c'est que, en fait, dans le domaine des énergies renouvelables, alors il faut relativiser en fonction des énergies renouvelables. L'objectif, c'est bien d'aller vers des projets qui puissent dégager des recettes pour le territoire, soit pour la collectivité en tant que propriétaire, mais aussi elle peut être associée en co-investissant avec la SEM Énergie 22 et le développeur, dégager des recettes liées à l'activité du projet en question. Et donc, il s'agit bien de voir comment est-ce qu'on peut valoriser sur le plan énergétique, comment est-ce qu'on arrive à dégager des kilowattheures produits sur le territoire et valorisés au mieux en fonction des différentes modalités de valorisation. Et puis également, voir comment est-ce qu'on trouve un équilibre entre la partie financement et valorisation. Et donc là, il y a différents modèles économiques qui peuvent être aussi envisagés. Et puis sur la partie plus technique, les étapes 4 et 5, il s'agit aussi de veiller dans la phase de construction à ce que les choses se passent bien. Et la SEM Énergie 22 aujourd'hui a un technicien en propre qui contrôle en fait les travaux aux côtés de nos partenaires. Et puis on a également pour l'exploitation et la maintenance, donc en fonction des projets, on est plus ou moins impliqué, mais soit le développeur, soit nous en direct quand la SEM Énergie 22 est majoritaire, on peut aller jusqu'à l'exploitation et la maintenance, et bien sûr avec quelques prestataires pour en gros des tâches qui peuvent être confiées à des spécialistes du domaine. Donc voilà, on a aujourd'hui avec Énergie 22 développé vraiment une société qui a les avantages du privé. On a aujourd'hui techniquement des personnes qui sont expertes et compétentes dans le domaine des énergies renouvelables, mais aussi l'avantage du public et notamment l'ancrage local, le lien aux collectivités, de façon à ce qu'on soit bien, qu'on veille à ce que la valeur ajoutée dégagée par ce genre de projet se fasse au bénéfice du territoire, de la collectivité concernée, et plus globalement qu'on puisse apporter une contribution à l'équilibre énergétique de la commune en question, avec de la production locale, valorisée sur le plan économique et sur le plan énergétique au niveau local, et même contribuer à du développement en termes d'emploi au travers des entreprises qu'on mobilise pour la construction ou pour l'exploitation de ces installations. On a complété notre offre d'accompagnement il y a à peu près un an avec la création de la société publique locale Énergie et Territoire d'Arnor. Alors, on avait déjà la SEM, il y avait déjà le SDE, donc certains nous ont déjà posé la question pourquoi une société publique locale?
Alors d'abord, une société publique locale, elle a le gros avantage en fait d'être une société de droit privé, mais qui va comporter seulement des collectivités. Avec en fait ce type d'actionnariat un peu particulier, ça nous permet vraiment de pouvoir aller plus vite que la collectivité ne le ferait seule, et surtout que si on reste dans le domaine des énergies renouvelables, la plupart de nos communes, elles auront peut-être un, deux, trois projets photovoltaïques en propre à conduire sur les 10, 20 prochaines années. Donc l'idée, c'est que l'expertise, on la rende permanente dans cette société publique locale et que en fonction des besoins, les collectivités puissent solliciter la SPL pour aller développer donc, les projets. Donc, il y a des SPL dans plein de domaines d'activité. On voit aujourd'hui que dans le domaine de l'eau, de l'assainissement, des SPL se sont mises en place. On a également dans le domaine des transports, il y a également de la SPL Escale d'Armor, vous voyez, pour s'occuper des ports côte armoricains. Mais donc, pour ce qui nous concerne, on a opté pour cette société, d'abord parce qu'elle nous permettait de faire ce qu'on appelle du in-house, donc en gros d'héberger en interne une capacité d'études et de prestations pour lequel les collectivités membres n'ont pas en fait à lancer de marché. Les marchés sont déjà prévus par la SPL et vous pouvez donc solliciter la SPL en direct pour pouvoir bénéficier des études en tout cas des marchés qu'elle a préalablement négociés pour vous. Et puis l'autre aspect qui explique la création de la SPL, c'est qu'on a été chercher le conseil départemental qui avait aussi une ambition forte en matière de développement des énergies renouvelables. Et donc avec la SPL, ça nous permettait d'accueillir le conseil départemental qui n'est pas, lui, membre du syndicat départemental d'énergie. Et tout de suite, on avait un acteur public armoricain qui permettait pour lequel il était permis d'avoir accès aux prestations de la SPL. Donc en 2020, on avait décidé déjà dans le cadre du projet de mandat du syndicat d'apporter de l'ingénierie aux collectivités costarmoricaines pour développer le photovoltaïque. On a été accompagné par une assistance à maîtrise d'ouvrage et la réalisation d'une étude juridique pour voir quel était le meilleur moyen pour accompagner les collectivités. Et c'est la SPL qui est sortie comme étant le meilleur levier, et notamment grâce au in-house et à cette capacité d'accueillir plus largement les collectivités, notamment le conseil départemental. Je poursuis avec là où nous en sommes de cette SPL. Aujourd'hui, le capital est majoritairement détenu par le syndicat départemental d'énergie et le conseil départemental. Petit à petit, les communes du département, communes d'agglomération, rejoignent la société. On a également des communes qui pourront adhérer en propre. On avait prévu initialement un modèle où c'était plutôt des parts des EPCI qui étaient en fait cédées aux communes du territoire en question et qui en fait permettaient aux communes d'entrer à la SPL. Ça reste le modèle sur lequel on s'appuie aujourd'hui, mais on accepte aussi que les communes puissent rentrer directement au capital lorsqu'elles ont un projet et qu'elles ont besoin de solliciter la SPL pour conduire des études d'ordre technique, juridique ou financier. Et puis, on a en fait, pour profiter aussi des compétences qui étaient déjà présentes au syndicat départemental d'énergie. Donc, la SPL aujourd'hui peut s'appuyer sur les experts dans le domaine photovoltaïque en particulier pour pouvoir tout de suite répondre aux demandes des communes ou des intercommunalités et ainsi aller relativement plus vite qu'une commune le ferait seule ou même avec un prestataire privé, on peut reproduire d'une certaine manière des pratiques qui ont déjà été éprouvées dans d'autres communes. Voilà, je vais laisser juste sur la structuration de la SPL, pas vous rentrer dans le détail, mais vous dire qu'aujourd'hui, on a déjà eu les délibérations favorables de l'EFARMOR communauté, de la petite commune du Creusbrail, de Dinan agglomération. C'est pas encore à l'écran. Si, pardon. Voilà, c'est tout récent. Guingamp-Papola agglomération est bien avancée aussi. Et puis, on espère prochainement Saint-Brieuc-Armor agglomération, puisqu'il y a une semaine, il y a eu la présentation en conférence des maires. Lambalterre-et-Mer, ça a également été le cas, et la Lyon-Trégor communauté, on est à cette étape-là. Donc, normalement, tout le territoire sera couvert. Sur l'ODEAC communauté Bretagne Centre, le choix qui a été fait par la collectivité, c'est que les communes adhéreront en direct, pour prendre les parts au sein de la SPL Énergie et Territoire d'Armor. Voilà.
David, je vous laisse peut-être compléter. Oui, peut-être qu'il y a des élus autour des écrans qui représentent l'agglomération de Saint-Brieuc. Normalement, ça passait chez eux en conseil d'agglomération hier soir. Et a priori, c'était pour une décision favorable, mais comme a dit Dominique, effectivement, ça avance. Juste en termes de précision, donc, voilà, sans revenir sur ce qui a très bien été présenté, rappeler quand même l'intérêt de la SPL qui, à mon sens, le gros avantage, c'est qu'il peut, enfin, elle peut, cette société, être pour vous en fait un maître d'œuvre. Donc, c'est vraiment un segment sur lequel aujourd'hui on avait un petit trou dans la raquette au niveau des collectivités. Donc là, en fait, avec l'assurance que la société a sur cette thématique en particulier, elle est en capacité, pour votre compte, d'assurer vraiment sa responsabilité et du coup le portage de ses actions en tant que tel, à savoir un maître d'œuvre dédié avec une expertise et on espère un positionnement en termes de coût de prestation qui est le plus juste possible parce que c'est une société qui, même si elle est de nature privée, reste avec des actionnaires publics et n'a pas vocation à dégager un bénéfice non plus que ce qu'elle a besoin en fait pour tenir l'équilibre et puis faire face à ses charges. Voilà. En termes d'instance, on va passer à la diapo d'après, juste pour vous dire que, en termes de gouvernance, les SPL sont limités à 18 membres au conseil d'administration. Donc, ça sera en fonction, donc, bien sûr, de la part de capital détenue par les collectivités. Mais on s'appuiera très largement sur ce qu'on appelle une assemblée spéciale qui va se réunir dans les prochains mois. Donc, une fois qu'on aura à peu près stabilisé donc, les membres en fait, de la société en termes d'actionnariat. Et donc, les communes auront donc voix au chapitre au niveau de cette assemblée spéciale pour déterminer les actions conduites par la SPL et donc aujourd'hui principalement dans le domaine du photovoltaïque. On vous entend plus. Nous ici ça fonctionne. Est-ce qu'on peut... Oui, c'est bon. C'est bon? Excusez-nous. Voilà. Vraiment la technique ne nous aide pas ce matin. Donc, ce que je disais, donc, l'Assemblée spéciale de la SPL Énergie et Territoire d'Armor, elle sera vraiment l'occasion pour les communes de venir partager donc, leurs intentions en termes de développement donc, du photovoltaïque dans un premier temps, et de façon à ce qu'on puisse ajuster l'offre d'accompagnement en termes d'études et puis après de suivi des installations au regard donc, de ce que les communes exprimeront en termes de besoins. Donc, il y a un peu une offre standard là, qu'on a pu mettre en place. Donc, de par l'expérience que le syndicat d'énergie avait depuis plusieurs années dans le domaine du photovoltaïque. Et aujourd'hui, donc, avec la SPL, l'idée, c'est que les communes puissent donc co-décider de l'évolution de l'offre et qu'on puisse l'adapter à la réalité du besoin. Et d'une commune à l'autre, il faut reconnaître qu'en fonction de la typologie de projet, sur toiture, sur ombrière de parking ou au sol, on va avoir en fait des situations qui vont être variées. Alors, il y a à la fois des choses qu'on va pouvoir reproduire, mais l'idée avec cette SPL, c'est aussi de faire du clé en main, mais du cousu humain. Donc, en gros, des choses qui sont prévues, mais qu'on va pouvoir à la fin vraiment adapter et finaliser de manière très, très adaptée à ce que le territoire, la commune peuvent connaître comme situation. Et on sait par exemple sur le photovoltaïque que la présence d'un monument classé, des fois aussi un historique en matière de développement d'énergie renouvelable qui a plus ou moins été facilité, ben, en fait, il y a vraiment besoin de prendre en compte le contexte local de manière très, très approfondie. Voilà, et puis donc, on vous présente ce que vous trouverez dans le diaporama qui vous sera adressé. Après le conseil d'administration, juste vous dire qu'il y a un actionnariat qui va donc évoluer en fonction du positionnement des territoires et ensuite qui accueillera donc aussi des actions et des contributions de la part des communes quand elles voudront profiter des services de la SPL. Je passe à la suite, donc juste pour aussi vous faire un petit point sur ce que le SDE a fait donc en phase amont sur les projets d'énergie renouvelable. Là, on vous a présenté ce que le SDE fait, ce que la SPL Énergie et Territoire d'Armor peut faire, ce que la Société des Communix Énergie 22 peut réaliser pour votre compte. Mais globalement, avant de savoir à quelle structure vous devez faire appel, prenez attache auprès du SDE. Et on a notamment un dispositif financé par l'ADEME qui s'appelle les générateurs, qui permet donc d'avoir du conseil de premier niveau.
Donc, n'hésitez pas, si vous avez une question très, très générale en disant est-ce que c'est vraiment intéressant de mettre du photovoltaïque sur le toit de ma salle des fêtes? Eh ben, voilà, prenez contact, on vous dira les questions qu'il faut se poser pour après avancer correctement dans le développement de ce type de projet. Et donc aussi bien les questions réglementaires que des questions simplement de possibilité d'acceptation du projet au niveau local sur le plan urbanistique, juridique et autres. Tout ça, on peut en fait vous accompagner à ce niveau-là. Et il y a un petit travail intéressant là qu'on est en train de faire grâce aux outils cartographiques dont on dispose, c'est qu'on peut faire une forme de prédiagnostic sur la capacité d'un bâtiment ou d'une parcelle détenue par une commune à accueillir en fait du photovoltaïque. Et donc on va tester ça donc là sur quelques communes. Même si ça vous intéresse, prenez contact avec le SDE et on pourra déjà vous faire une première estimation de la possibilité de solariser vos parkings ou vos bâtiments. C'est David ça. ou Anaël, si vous voulez compléter. Juste un tout petit mot pour dire qu'effectivement, on est en train de finaliser la structuration d'une boîte à outils, comme l'a présenté le président, et que la méthodologie de restitution de ces travaux est en cours d'élaboration. Donc, c'est effectivement plus Anaël qui est sur cette thématique-là et ses compétences cartographiques appliquées aux énergies et notamment photovoltaïques. Et donc, on a une illustration à l'écran si Anaël veut expliquer comment elle travaille. Ah oui, merci. Oui, alors l'objectif, en fait, c'est de vérifier si votre foncier il peut potentiellement accueillir du photovoltaïque. Donc, ça peut être au sol, ça peut être en parking, effectivement, ça peut être en toiture. Donc là, vous avez typiquement un exemple de carto. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est Dinan qui a été mis à l'écran. Et donc, avec l'échelle qui représente le potentiel de production solaire en toiture et les différentes possibilités en parking, notamment avec les obligations sur la loi APER, qui oblige en fait les parkings supérieurs à 1500 mètres carrés à couvrir de moitié leur surface en ombrière photovoltaïque. Voilà. Donc, c'est une possibilité cartographique qui vous est proposée. Vous l'avez compris, les modalités d'intervention, on essaie de les rendre les plus simples possibles. On sait très bien que dans certaines collectivités, il n'y a pas forcément des structurations qui permettent de tout porter de front. Donc, l'objectif des compétences mutualisées du syndicat d'énergie, c'est de vous faciliter cette appréhension de la thématique énergétique. Donc, la porte d'entrée, comme l'a rappelé tout à l'heure Dominique, c'est le syndicat d'énergie des Côtes-d'Armor qui vous accompagne dans la définition et la précision de vos projets sur cette thématique énergie. Et ensuite, en fonction des possibilités, des volontés que vous pourriez avoir en matière à la fois d'investissement, de participation et de développement de projet, feront que naturellement, vous aurez plus tendance à vouloir investir en propre ou peut-être à vouloir être accompagné ou laisser place à des tiers financeurs pour réaliser vos projets. Donc c'est là où la Split Armor ou la SEM Énergie 22 seront en capacité en fait de vous accompagner suivant aussi la taille du projet, c'est-à-dire que plus le projet va de dimensions relativement grandes, plus il va être nécessaire d'avoir des compétences et des capacités financières qui suivront cette échelle. Donc là, ce serait plus naturellement un porteur de projet qui pourra vous accompagner. Typiquement, la SEM Énergie 22, c'est l'outil qui est adapté et préconisé pour les collectivités par l'intermédiaire du syndicat d'énergie. Et pour des tailles plus modestes de projet, cette fois-ci, avec un investissement qui serait plutôt réalisé dans ce cadre-là par les communes et les EPCI. Donc ça peut être de la maîtrise d'œuvre, de l'ingénierie qui peut être réalisée par la Split Armor pour pouvoir mener à bien ces projets sur les phases exécution jusqu'à réalisation et maintenance. Pour pouvoir un petit peu structurer ou cadrer les sollicitations, ou en tout cas les rendre plus faciles, notamment en termes de précision et puis ensuite de gestion pour nous. Ce qui est mis en place, c'est un questionnaire photovoltaïque dont vous avez à l'écran la première page qui est affichée. Ce qu'on vous propose comme méthodologie pour nous solliciter, bien sûr, il y a toujours le téléphone qui fonctionne et les mails également très bien, mais à partir du moment où on va aller sur un besoin de précision du projet, on vous demande de caractériser ce projet au travers de la saisie d'un questionnaire qui est en ligne, qui ne nécessite pas en fait d'être imprimé,
qui peut être saisi en ligne et puis ensuite nous est adressé par email avec la boîte photovoltaïque, donc sans le tréma, s222.fr. Et par la suite, en fait, suivant la liste de ces éléments, on sera en capacité de revenir vers vous et puis de vous apporter l'accompagnement attendu. Quelques exemples de ce qui est réalisé par la SPET Armor aujourd'hui pour le compte principalement du conseil départemental. Donc voilà, on est sur des études de différents projets, à la fois toiture et ombrière, qui vont passer en phase de réalisation. Les premiers projets le sont déjà, pardon. On a le site du conseil départemental même qui vient d'être équipé. On est sur une quarantaine de projets qui ont pu être étudiés pour le compte du conseil départemental avec une phase maintenant de réalisation et de mise en service qui va arriver pour la fin de cette année et l'année suivante. Si on regarde sur les ombrières photovoltaïques, ce qui est possible, on est tout simplement avec des solutions un petit peu sur étagère qui sont à votre disposition et pour lesquelles on est en capacité de vous apporter du conseil et puis d'adapter aussi la solution au projet que vous souhaitez réaliser. S'agissant d'ombrières, donc on a le choix, que ce soit structure métallique, bois ou béton, ça dépend des milieux et puis des sensibilités ou des volontés. On peut tout faire. Et enfin, sur la partie exploitation et maintenance, donc là, c'est un projet qui a été engagé au courant de cette année et qui est en train d'aboutir. Donc, il y a un marché qui va nous permettre d'avoir une solution à vous proposer pour exploiter vos centrales, qui sera aussi une solution pour intégrer les centrales existantes en supervision, en contrôle de bon fonctionnement, nettoyage. Donc avec dès 2025 en fait une grille tarifaire qui vous sera proposée pour pouvoir nous solliciter si vous souhaitez pour pouvoir gérer pour vous en fait cette partie maintenance et exploitation. Donc, vous l'avez compris, l'objectif de cette matinée pour nous c'était vraiment de focaliser plus sur le photovoltaïque. Et on entend aussi beaucoup parler d'autoconsommation collective. Donc, c'était l'occasion pour nous de vous préciser, même si peut-être certains d'entre vous ont déjà un certain nombre d'informations, mais de vous préciser un petit peu quelques caractéristiques de cette forme de valorisation de l'énergie. Donc, je vais laisser la parole. Juste avant de laisser la parole à Gulben, comme il y a eu des questions sur le chat, l'idée c'est de pouvoir partager donc, ces questions et les réponses avec vous. Anne, qui était donc en charge de faire la lecture, et a déjà répondu en partie donc, sur le chat, mais l'idée là, c'est de les partager à l'oral. Allez-y, Anne. Alors, il y avait Bayo Régis qui demandait le lien pour la splet et s'il y avait un compte utilisateur à créer. Donc, j'ai remis dans le chat l'adresse de la splet et il n'y a pas de compte utilisateur à créer. On peut arriver directement sur le site. Maryse Laurent qui demandait pour la SEM s'il y avait une possibilité de financer les réseaux de chaleur urbains. Donc, j'ai répondu que pour l'instant, ce n'était pas le cas, mais que c'était en cours de discussion. Donc, je vais pouvoir préciser là-dessus parce que c'est une actualité là, qui bouge tous les jours. Donc, effectivement, c'est un domaine, les réseaux de chaleur urbains, sur lequel le SDE était peu impliqué. On avait souvent des sollicitations, donc on pouvait mettre en relation avec des personnes qui s'y connaissaient, mais le SDE n'avait pas développé en propre de compétences sur le sujet. Donc, ça sera le cas tout prochainement. Là, on va avoir une nouvelle recrue au syndicat qui devrait arriver en début d'année 2025 et qui pourra donc vous accompagner sur la question des réseaux de chaleur urbains. Alors, des collectivités sont déjà aujourd'hui dotées de compétences dans le domaine. En Côte d'Armor, l'Union Tricor Communauté a été pionnier en la matière. L'ODEAC Communauté Bretagne Centre a également des compétences dans le domaine. Et puis sur le secteur de Dinan, ça avance pas mal aussi avec la valorisation de la chaleur fatale de l'incinérateur de Tada. Mais on est sollicité donc des fois par des communes rurales qui veulent développer des petits réseaux de chaleur autour d'une chaudière bois, plaquette ou granulée. Donc là, le SDE donc, pourra être à vos côtés pour développer ce type de petits réseaux rural, comme d'autres le font aussi. Il ne s'agit pas de rentrer en concurrence avec l'offre qui existe, mais le syndicat se devait d'être à vos côtés aussi sur la question de la chaleur et donc notamment de la chaleur bois. Et puis pour les plus grosses communes, voire des intercommunalités,
On a eu donc des sollicitations notamment sur le territoire de Guingamp, Papol agglomération, pour des réseaux de chaleur souvent dévolus à la fourniture de chaleur pour des bâtiments publics, bailleurs sociaux ou détenus par la collectivité. Et en fait, là, la SEM Énergie 22 pourrait, elle aussi, être mobilisée, notamment pour garantir une maîtrise d'ouvrage publique, sans doute déléguée à la SEM. C'est des projets sur lesquels on travaille en ce moment. Donc, les étapes ne sont pas encore toutes franchies, loin de là. Mais voilà, il y aura une application plus forte du syndicat d'énergie et de sa SEM en matière donc de chaleur renouvelable bien sûr, ou de récupération, et donc de veiller à ce que la chaleur soit plus intégrée dans le mix énergétique costarmoricain. On a des usages qui donc peuvent être largement fournis par les ressources existantes en Côte d'Armor. Donc il faut qu'on y aille tous ensemble au niveau des collectivités, et le syndicat et ses filiales seront forcément à vos côtés. Voilà. Question suivante. Bayorégis, toujours, qui demandait par rapport aux outils de carto d'Anaël, si ces outils, les métadonnées seraient disponibles pour être ensuite gérés en interne par les collectivités. Donc, j'ai répondu que ça devait déjà faire l'objet d'une validation interne avant diffusion. Voilà. Et des nouvelles questions auxquelles je n'ai pas répondu, donc en direct. Toujours Bayorégis, sera-t-il possible d'avoir l'ensemble des prestations, exploitation, maintenance de ces marchés? Je reviens sur la question sur la cartographie. Là, en fait, donc c'est une offre entre guillemets que le syndicat va pouvoir vous mettre à disposition assez rapidement. Donc, on avait quelques validations techniques, mais ça fonctionne bien. Donc, les premiers retours sont positifs. Donc, effectivement, c'est quelque chose qu'on va pouvoir partager avec vous. Je laisse les techniciens vous répondre sur la partie technique. Est-ce qu'on peut en fait vraiment partager la couche d'analyse? Donc, Anaël opine du chef en face de moi. Donc voilà, les métadonnées vont pouvoir être transmises. Ça va pouvoir être croisé avec vos propres logiciels de système d'information géographique. Et puis pour donc les cahiers des charges, les études, effectivement, l'idée c'est d'être dans le partage. L'idée c'est que on puisse nous en fait en ayant travaillé en amont veiller à ce que les prestations que la SPL proposera correspondent bien à vos attentes. Donc, l'idée, c'est peut-être que ces cahiers des charges, vous puissiez aussi éventuellement y contribuer et qu'on les adapte au fur et à mesure. On a fait ça sur un autre domaine d'activité du syndicat autour de notamment les audits énergétiques. En fait, au fur et à mesure, on a amélioré le cahier des charges et on a pu en fait aller plus loin maintenant sur ce qui va être proposé donc aux collectivités. Dans le domaine photovoltaïque, il faut aussi qu'on arrive en fait à avoir des cahiers des charges qui correspondent le plus précisément possible à vos attentes. Et donc là, on va avoir une première salve en fait d'études qui va pouvoir être lancée. On a travaillé, comme David l'a dit, beaucoup avec le conseil départemental, premier actionnaire de la SPLET. Là, avec l'ouverture aux autres collectivités, on va pouvoir donc aller développer donc aussi ces prestations, et avec un cahier des charges qui doit être le plus fin possible en termes de réponse à vos attentes. Si vous voulez compléter, c'est bon? Voilà. Toute dernière question de Maryse Laurent, non, pardon, de Loïc Raoult, qui demande si l'offre maintenance sera-t-elle également ouverte aux anciennes installations? Oui, oui. C'est bien l'objectif, effectivement, c'est de pouvoir considérer les besoins particuliers qui peuvent exister sur des centrales qui ont déjà quelques années, mais qui peut-être ne sont plus forcément suivies ou pas forcément maintenues non plus comme elles mériteraient de l'être. Donc, l'objectif, c'est d'apporter une solution, on va dire, fluide, fonctionnelle et la plus indolore pour les collectivités. Donc, en gros, du clé en main. Si jamais vous avez une installation sur laquelle il y a une supervision qui existe ou pas, on pourra aller en rajouter une. Si tant est qu'elle n'existe pas, on pourra sinon en prendre la vision. Et puis derrière, la partie exploitation, effectivement, on vous proposera une offre de service. L'idée, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, en fait, c'est de faciliter la gestion de tout ça, mais ce n'est pas forcément d'en supporter le coût financier. Donc, on vous proposera bien sûr une offre de service en face avec une rémunération qui tiendra compte en fait de nos coûts des prestations qui seront nécessaires à régler le prestataire qui interviendra. Et ta question, Loïc, elle fait écho à des choses qui me remontent de plus en plus du terrain. C'est que quand il y a eu des tarifs d'achat de l'électricité photovoltaïque intéressants, il y a eu pas mal de projets qui ont été mis en place sur des toitures de bâtiments publics dans les années 2000-2010.
Et donc, c'est des installations-là qui ont maintenant 10, 15 ans, presque des fois 20 ans, alors qui, en fait, ont fonctionné à un temps donné, et puis des collectivités, finalement, y ont fait moins attention. Et on voit qu'on a sans doute des installations qu'il faudrait, en fait, remettre peut-être à jour, et ensuite, en termes d'exploitation, optimiser. Donc là, ça fait partie des choses là, qui remontent. Là, ces dernières semaines, j'ai eu deux, trois collectivités qui sont venues vers moi en disant mais en fait, nous, aujourd'hui, on a l'impression que ça ne produit pas comme ça devrait. Est-ce qu'en gros, il y a quelque chose à faire en termes de nettoyage, en termes de suivi de la production? Donc, on voit que sur les installations existantes, il y aura sans doute aussi une offre à développer. Et David vient de nous répondre, on sera forcément donc amené à vous proposer quelque chose dans ce domaine-là. Voilà, Anne, c'est C'est bon? tout. C'est C'est tout tout. pour les Donc, questions. merci pour vos questions. J'espère qu'on a pu répondre de manière suffisamment détaillée, mais de toute façon, on poursuivra les échanges aussi sur la présentation de nos sociétés et les services qu'on peut vous apporter. Donc, comme David a commencé à vous le dire, on va passer que sur la partie focus autour du photovoltaïque et de l'autoconsommation collective. Donc, c'est de pleine actualité, beaucoup de questions là-dessus. Je vous disais tout à l'heure en introduction qu'il y a souvent des informations qui sont échangées, qui ne sont pas forcément toujours très, très justes. Donc, l'idée, là, c'est de vous amener quelques éléments objectifs sur la pertinence, l'intérêt que peut avoir ce système d'autoconsommation collective. Donc, comme pour beaucoup de choses, c'est jamais tout blanc, c'est jamais tout noir. Et donc, il faut regarder en fonction des situations dans lesquelles on se trouve, ce qu'il y a d'intéressant ou moins. Et donc, juste vous dire avant de parler d'autoconsommation, qu'il y a aussi un truc sympa qui marche bien sur tous les territoires en France, ça s'appelle le réseau de distribution d'électricité. Et forcément, le syndicat départemental d'énergie, en tant qu'autorité organisatrice de la distribution d'électricité, ne peut que vous rappeler que quand on a un réseau qui fonctionne bien, qu'on maintient, et même malgré les événements climatiques un peu exceptionnels qu'on peut connaître parfois, ce réseau, il permet en fait de relier producteurs et consommateurs, des fois producteurs un peu éloignés de notre territoire, mais consommateurs de notre territoire. Et l'idée, c'est qu'en développant la production locale, on rapproche aussi donc les producteurs des consommateurs, mais le réseau continuera à avoir toute sa pertinence, et donc on sera amené à continuer à assurer la solidarité entre producteurs et consommateurs avec une forme de péréquation donc que le réseau à l'échelle départementale et à l'échelle nationale autorise. Et donc, voilà, il y a toujours une place pour le réseau, mais on peut aussi autoconsommer individuellement ou collectivement. Et dans l'autoconsommation collective, vous verrez que le réseau a encore toute sa place. Je vais laisser Goulven de vous présenter de quoi il retourne avec ce terme. Alors, on va parler d'ACC. Alors, ne soyez pas Exactement. étonnés, autoconsommation collective. Et on parle aussi d'ACI quand on est en autoconsommation individuelle, où là, c'est la collectivité ou enfin le producteur qui autoconsomme sur son propre patrimoine. Mais voilà, parlons ACC. Alors, avant de développer l'ACC, donc l'autoconsommation collective, je vais faire un petit tour rapide sur les différentes façons dont on peut valoriser la production d'énergie photovoltaïque. On a parlé de réseau. Dans les familles de centrales photovoltaïques, on a deux typologies. Les centrales en site isolé, donc où c'est compliqué ou techniquement ou économiquement d'aller chercher le réseau, de se raccorder au réseau électrique. Ce sont en général des petits bâtiments avec de faibles consommations sur lesquels on va venir installer une centrale solaire photovoltaïque associée à un parc batterie pour les besoins propres du bâtiment. Aujourd'hui, ce sont des installations à la marge. Les 90%, 99% de nos installations et du développement du solaire photovoltaïque aujourd'hui, ce sont des centrales qui sont connectées au réseau public de distribution d'énergie. Quand on vient connecter une centrale au réseau public de distribution, on peut avoir plusieurs modes de valorisation de cette énergie. Donc, on voit sur l'écran ici quatre schémas où on peut considérer quatre bâtiments identiques avec quatre centrales identiques, mais qui sont exploités de façon différente. On a à chaque fois un bâtiment qui est connecté au réseau public pour ses besoins propres de consommation d'énergie, donc avec son propre compteur de soutirage. Si on prend le premier, donc le cas en haut à gauche, donc on est connecté en revente totale. Dans ce cas, toute la production de la centrale solaire photovoltaïque va passer par un second compteur qui va être créé pour être injecté sur le réseau public d'énergie.
Ce montage est relativement simple dans le cadre, enfin c'est cadré par le décret S21 qui nous permet de revendre directement cette énergie à EDF obligation d'achat. Donc ça, c'est possible pour des centrales solaires de 0 à 500 kW crête. Donc quand on parle de watts crête ou kilowatts crête, c'est l'unité maximale dans les meilleures conditions de production de la centrale, dans les meilleures conditions pardon, d'ensoleillement et de température notamment. Donc 500 kW crête, ça fait déjà des très belles centrales, jusque 2500 mètres carrés de panneaux solaires photovoltaïques. Donc cette énergie, le décret S21, le tarif d'achat, il est déjà corrélé à des paliers de puissance. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il est également revu tous les trimestres. Il est revu tous les trimestres. Par contre, quand on va faire une demande de raccordement en revente totale, on va bloquer un tarif et sur toute la durée du contrat d'achat. Donc, on a un tarif d'achat assuré sur les 20 ans du contrat EDF-OA. Au lieu de faire de la revente totale, on peut aussi autoconsommer cette énergie. Donc, c'est la figure en haut à droite. Dans ce cas, au lieu de créer un compteur pour injecter directement sur le réseau, on va aller raccorder directement cette centrale sur le tableau électrique du bâtiment. Toute la production solaire, donc la production solaire qui va être en adéquation avec les besoins en soutirage du bâtiment vont être autoconsommés. Donc ça va être des kilowattheures qui vont pas être soustraits du réseau. Donc l'économie du projet se fait sur les réductions des factures de consommation. La limite de ce montage-là, c'est qu'on peut avoir plus de production que de besoins en consommation dans le bâtiment. Donc on peut faire un mix de ces deux solutions. Sur ce même schéma où on se raccorde dans le tableau électrique du bâtiment, on peut faire en premier lieu de l'autoconsommation, passer par le compteur communicant, donc le Linky maintenant, qui permet de calculer les flux dans les deux sens, et revendre le surplus d'énergie. Donc ce surplus d'énergie, il est également cadré par le décret S21. Et il faut savoir que quand on fait de la revente en surplus, le kilowattheure est moins bien valorisé que quand on le vend en totalité. Mais ça permet aussi, le fait de faire de l'autoconsommation avec revente de surplus, de bénéficier d'une prime à l'investissement qui n'est pas très élevée, mais qui est quand même intéressante et importante à prendre en compte dans l'économie du projet. Il y a un dernier montage, donc la figure en bas à gauche. Donc sur ce même principe où on vient se raccorder dans le bâtiment pour autoconsommer dans un premier temps en individuel et réinjecter le surplus sur le réseau, au lieu de vendre ce surplus à EDF obligation d'achat, on peut le flécher vers d'autres bâtiments qui font partie d'une boucle locale d'autoconsommation. Et donc, ça va nous permettre de faire des réductions, de faire l'économie du projet sur la réduction de factures du bâtiment en autoconsommation individuelle, pardon, et des bâtiments qui sont identifiés dans la boucle en autoconsommation collective. Alors, avant de rentrer plus en détail dans l'autoconsommation collective, si on passe sur la slide suivante, on va regarder ce qui se passe au niveau de l'autoconsommation au point de livraison. Donc, ce même bâtiment, si on regarde, petit bug sur le. Si on regarde ce qui se passe donc, au niveau du point de livraison, le bâtiment, donc, lui, il a un besoin en soutirage. On voit que c'est la courbe aléatoire en fond, donc la courbe bleue qui passe en jaune. Donc ça, c'est les besoins de consommation du bâtiment auquel on vient apposer notre centrale solaire photovoltaïque. Donc là, c'est la production, donc c'est la parabole. Donc c'est une courbe type de production sur une journée. Donc c'est donc une belle journée sans nuages. Là, on a une belle production solaire. On voit qu'en début de journée, on n'a pas encore de. Donc on voit bien que la courbe de production solaire suit la courbe du soleil avec un démarrage de la production au lever du soleil, un pic de production à midi solaire et on va venir produire jusqu'au coucher du soleil. On voit bien qu'en début de journée, donc la partie en bleu, le bâtiment a besoin d'énergie, mais on n'a pas encore de production solaire. Donc on va avoir besoin d'être lié au réseau, d'avoir un contrat avec un fournisseur d'énergie pour soutirer des kilowattheures du réseau. On voit que quand on commence à produire, on va pouvoir commencer à utiliser l'énergie qui est produite en toiture. On voit toute la partie en jaune, c'est de l'énergie qui est autoconsommée directement de la toiture. Et par contre, on voit également qu'on a une grande partie en grise qui est en surplus, dont le bâtiment n'a pas besoin. Donc, il faut trouver une solution pour valoriser cette énergie. Alors, on peut associer des batteries. Actuellement, sur des petits projets, c'est très compliqué à amortir parce que les packs batteries coûtent très cher.
On arrive à trouver des réalités financières sur des très gros projets, mais bon, sur des petites batteries, ce n'est pas encore le cas. Sur les petits projets, pardon. On peut également, donc, comme on a vu précédemment, revendre ce surplus à EDF obligation d'achat ou créer une boucle locale d'autoconsommation collective pour flécher cette énergie dans d'autres bâtiments de la collectivité. Donc, si on regarde un peu plus en détail l'autoconsommation collective, donc l'autoconsommation collective, c'est un circuit court de l'énergie renouvelable et décentralisé à l'échelle locale. C'est un peu du mal le diaporama. Euh, pour, euh, ouais. pour mettre en place une boucle d'autoconsommation collective, il nous faut un ou plusieurs producteurs d'électricité d'origine renouvelable. Donc, dans notre cas, un ou plusieurs producteurs d'électricité photovoltaïque. Il faut y associer un ou plusieurs consommateurs d'électricité. Il faut que tous ces participants soient proches géographiquement. Il y a une notion très importante, il faut que tous ces participants soient connectés au réseau de distribution publique, parce que les échanges vont se faire par le réseau de distribution publique. Il n'y a pas besoin de tirer des câbles entre les bâtiments. On utilise bien le réseau public pour mettre en place cette boucle d'autoconsommation collective. Et il faut que tous ces participants soient regroupés dans une même entité juridique, ce qu'on appelle la PMO. Il y a plusieurs schémas d'organisation possibles. Donc, dans le montage d'une boucle d'autoconsommation collective, ça peut être à l'échelle d'un lotissement, d'un bâtiment, d'un simple bâtiment. Et il y a un montage qui est particulièrement adapté pour les collectivités, c'est ce qu'on appelle le montage patrimonial, qui a l'avantage de... Donc, pour pouvoir bénéficier d'un montage patrimonial, il faut que tous les participants fassent partie de la collectivité, donc que tous les producteurs, donc la centrale de production, le contrat de vente soit au nom de la collectivité, que les consommateurs aient des contrats en fourniture au nom de la collectivité. Ça a l'avantage de simplifier énormément l'exploitation parce qu'il n'y a pas de refacturation et d'échange d'argent. Toutes les économies du projet vont se faire par des réductions des factures d'énergie. Donc, si on passe à la slide suivante, pardon. Donc, on a parlé de PMO. Donc, dans le cadre qu'on vient de voir, donc la collectivité, quand la collectivité peut mettre en place un montage patrimonial, la PMO peut être directement la collectivité. Par contre, la limite également à ce montage, si on a des bâtiments de la collectivité qui ont peu de consommation ou des consommations qu'on a du mal à mettre en face de la production solaire, ça peut être intéressant d'aller chercher un tiers, par exemple un EHPAD sur la commune. Dans ce cas, on n'est plus en montage patrimonial, mais en boucle ouverte. La PMO ne peut plus être de la collectivité, donc là, il faut créer une entité juridique pour chapeauter toute cette boucle. C'est également quelque chose qu'on va bientôt proposer aux collectivités pour les accompagner dans ce type de montage. Parce qu'on a pour projet de monter une PMO départementale. Donc, si on reprend tous les éléments, les prérequis pour monter une boucle d'autoconsommation collective, donc on a vu, il faut bien deux participants au minimum, un producteur et un consommateur. On a parlé de proximité géographique entre les participants. Réglementairement, on a le droit à 2 km maximum entre les deux points de livraison les plus distants, donc entre les deux compteurs les plus distants. Il faut que tous les participants de la boucle soient inscrits dans ce cercle de diamètre 2 km. Mais il y a un cadre dérogatoire qui existe qui nous permet d'étendre ce diamètre à 10, voire 20 km. Et ça, c'est lié à la densité de population de la zone. Donc, dans les Côtes d'Armor, on est dans un territoire qui est très rural. Et on a une grande partie du département qui peut bénéficier de ce cadre dérogatoire. Donc déjà, dans les 2 km, quand on est dans un bourg, on arrive à aller chercher à peu près tous les compteurs. Alors qu'on peut bénéficier de la dérogation de 10 à 20 km, ça nous permet également d'aller chercher des tiers et qui peuvent avoir des besoins en consommation un peu plus importants. Dans le montage d'une boucle d'autoconsommation collective, on a une puissance maximale de production qui ne doit pas dépasser 3 MW crête. Donc, 3 MW crête, c'est énorme par rapport aux besoins d'une commune. Pour les études et le retour d'expérience d'études qu'on a pu en faire là-dessus, on n'a pas besoin d'avoir des centrales aussi grosses pour pouvoir subvenir aux besoins d'une commune.
3 mégawatts crête, à titre d'exemple, sur une centrale au sol, ça représente à peu près 3 hectares de capteurs solaires. Donc, dans une boucle d'autoconsommation collective, les échanges, donc, comme on l'a dit précédemment, se font bien par le réseau public de distribution. Tous les compteurs doivent être communicants, donc les compteurs Linky, parce que c'est bien un calcul d'index. On doit compter toute l'énergie qui sort pour l'injection et toute l'énergie au même moment qui est consommée dans les bâtiments qui sont identifiés dans la boucle. Le fait d'utiliser le réseau public, tous les kilowattheures qui vont transiter par le réseau public sont soumis au TURP. C'est le tarif d'utilisation du réseau public d'électricité. Donc, en fait, quand on va effacer 1 kilowattheure d'une facture en autoconsommation individuelle, ça veut dire avant compteur, on n'utilise pas le réseau, on va effacer la totalité de la facture du fournisseur d'énergie. Si on va effacer ce même kilowattheure sur un bâtiment identifié dans la boucle, on va utiliser le réseau public pour aller, donc on n'est plus en autoconsommation, mais en alloconsommation sur le bâtiment identifié dans la boucle. On va effacer la grande majorité de la facture d'énergie de ce kilowattheure, sauf le TURP, le fameux TURP qui est à 5,5 centimes d'euros du kilowattheure. Donc ça représente une petite partie de la facture finale du kilowattheure, mais c'est un élément à prendre en compte parce qu'on utilise le réseau public de distribution d'énergie. Le partage, il peut être gratuit, onéreux ou coopératif. Et une notion importante aussi, le compteur ne peut faire partie que d'une seule opération à la fois, une seule opération d'autoconsommation collective. Sachant qu'une opération d'autoconsommation collective, c'est pas figé, ça peut évoluer, on peut rajouter au fil de l'eau des participants, en enlever, donc il n'y a rien de figé. Si à un moment donné, c'est plus intéressant de sortir un participant pour aller l'inclure dans une boucle, c'est des choses qui sont tout à fait faisables. Donc, si on passe à la slide suivante, donc là, on voit le montage, je dirais, physique et contractuel d'une boucle d'autoconsommation collective. Donc, comme on l'a vu, pour mettre en place une boucle d'autoconsommation collective, il faut, donc on voit en bleu ici, au moins un consommateur d'énergie. Ce consommateur d'énergie, physiquement, il va faire une demande de raccordement à Enedis. Donc, quand on crée un bâtiment, on construit une maison, par exemple, on va faire une demande de branchement pour pouvoir se raccorder au réseau public de distribution d'énergie. Pour pouvoir bénéficier de la fourniture d'électricité, il faut qu'on contractualise également avec un fournisseur d'énergie. C'est à peu près la même chose pour le producteur d'énergie. Il faut qu'il fasse une demande de raccordement auprès d'Enedis pour pouvoir se raccorder au réseau de distribution. Et dans le cadre de la revente à EDF-OA notamment, il faut également contractualiser avec le racheteur de surplus. Si on veut inclure tout ça dans une boucle d'autoconsommation collective, physiquement, il n'y a pas de changement, c'est juste contractuel. Il faut mettre en place donc, la fameuse personne morale organisatrice qui va identifier tous ces participants et qui va passer une convention avec Enedis. Donc la personne morale organisatrice, elle va définir les clés de répartition dans les différents bâtiments de la boucle. On peut définir de manière statique de mettre un certain pourcentage de production dans tel bâtiment, ou on peut aussi dire de distribuer l'énergie là où on en a besoin. Donc, c'est des répartitions dynamiques. Donc, c'est la PMO qui va définir tout ça avec Enedis. Donc, on est exactement dans le même montage que de la revente en totalité. L'électron, dans tous les cas, il est consommé localement. Qu'on soit en revente d'électricité en autoconsommation, c'est juste un calcul d'index et une façon de facturer, de faire des économies sur les projets. Donc, je pense qu'on est arrivé au terme de la présentation. Je ne sais pas s'il y a... Je pense qu'il y a plein de questions, puisque Goulven, d'une certaine manière, en fait, c'est pas pour vous prouver que vous avez besoin du syndicat pour vous accompagner sur la question du développement des énergies renouvelables, mais sur des domaines aussi techniques que l'autoconsommation collective. Alors, il y a de l'expertise dans un certain nombre de collectivités autour de la production d'énergie renouvelable. Et sur un domaine aussi nouveau, aussi qui nécessite autant d'ajuster en fait l'offre et l'analyse en fonction de la situation. Pour moi, c'est là vraiment que le syndicat, avec la SPL, avec la SEM, peut vous apporter une contribution forte en termes d'accompagnement. Voilà, donc Goulven
à présenter de quoi il retourne avec cette autoconsommation collective, vous voyez que les situations doivent être regardées de manière très large en fonction des autres modes de valorisation. Et puis forcément, il y a des étapes à franchir, des échanges à avoir avec Enedis, avec EDF, obligations d'achat et autres. Et donc ça, c'est sur ces étapes-là qui sont pas toujours faciles, il faut le reconnaître, qu'on peut être présent à vos côtés. Anne, les questions en ligne. Alors finalement, il y en a une, c'est Bayorégis qui demande si on peut rajouter pour les collectivités pas de budget annexe si boucle inférieure à 1 MW crête. Sur la partie droit assise dans le cadre de l'ACC, sommes-nous clairement exemptés de ces taxes? J'ai pas tout compris. Pardon. Je te laisse lire, c'est plus facile. Alors, pardon. Peut-être que le logiste prend la parole. Pas de budget annexe si boucle à 1 MW crête, effectivement. Donc ça, Voilà. Alors sur ce point, juste aussi évoqué avec vous, il y a des discussions au niveau national en ce moment pour pouvoir en fait faire sauter ce seuil d'un mégawatt. Alors peut-être qu'il y aura un autre seuil plus élevé qui sortira, mais notamment sur les projets éoliens, un mégawatt, c'est pas possible. En fait, aujourd'hui, les éoliennes qui s'installent, elles font 2 mégas 5, 3 mégas, voire plus. Donc forcément, avec une éolienne, il n'était pas possible d'envisager l'autoconsommation collective. Donc là, il y a des discussions qui ont été engagées par les syndicats des énergies renouvelables et par les fédérations de collectivités pour qu'on puisse éventuellement modifier ce seuil. Donc, ce n'est pas encore le cas, mais on travaille justement à ce qu'on puisse aller vers l'autoconsommation collective avec des puissances plus élevées donc, sur le territoire en question. Et concernant les assises, donc anciennement TCFE, ça englobe plusieurs taxes. Effectivement, on est aussi exempté des assises dans le cadre de l'autoconsommation collective. On est exempté de la TVA. La taxe qui nous reste, c'est le tarif d'utilisation du réseau public, le TURP, parce qu'on utilise le réseau public pour autoconsommer. Voilà. Il y a une autre question qui est arrivée, là. Donc le ICRAOU. La consommation totale des différents bâtiments doit être inférieure à la production. Le surplus peut-il être vendu? Oui, tout est faisable. On peut vendre le surplus. On peut aussi, dans le cadre d'une autoconsommation collective, faire le raccordement de la centrale dans un schéma de type revente en totalité. Et cette revente de totalité, au lieu de la flécher au lieu de la revendre en totalité, on peut la flécher dans un premier temps vers les bâtiments de la boucle. Et s'il reste du surplus, et ben, ce surplus est valorisé au titre de la vente de totalité. Voilà, Maryse Laurent, ensuite. À partir de quand le SDE va-t-il être en mesure de nous faire bénéficier du service PMO? Le PMO, c'est dans les cartons et c'est très prochainement. Il y a deux choses. Il y a la PMO départementale pour le montage des boucles. Et après, il y a la partie exploitation et jusqu'où on va pour accompagner l'exploitation qui reste encore à préciser. Mais sur la partie PMO, ça va être très rapide. Voilà, juste pour préciser, c'est une réflexion qu'on partage avec les autres syndicats d'énergie bretons. Donc, il y a une étude régionale qui va être lancée aussi tout prochainement, donc avec l'accompagnement financier du Conseil régional et sans doute du FEDER, financement européen. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir aussi bien dimensionner donc, ce système de personnes morales organisatrices. Au-delà de la création en fait, du véhicule de portage, il s'agit de voir aussi quel service va être rendu à chaque boucle d'autoconsommation collective locale. Et donc, voilà, on va mettre en place cette PMO départementale dans ce cadre-là, mais en veillant aussi à ne pas reproduire juste une recette identifiée à l'échelle nationale ou sur d'autres territoires donc, en France, et vraiment d'avoir quelque chose qui soit adapté aux besoins des collectivités costarmoricaines, encore une fois, et plus largement des territoires costarmoricains, parce que l'autoconsommation collective, elle va aussi, à mon avis, modifier le rapport qu'une collectivité va pouvoir avoir avec les habitants ou les entreprises de son territoire, puisque, comme ça a été dit par Goulven, on peut avoir des tiers en fait dans cette boucle locale. Donc la commune, elle peut très bien avoir un bâtiment, une ombrière photovoltaïque et être productrice d'électricité. Elle sera consommatrice aussi. Et donc, avec les autres acteurs de la boucle locale, elle sera amenée à échanger en fait des électrons et il y a besoin de cette personne morale organisatrice pour un peu faire les comptages dans les différents sens et ensuite transmettre les informations à Enedis pour une facturation qui soit le plus proche donc de la réalité. Voilà. C'est bon pour les questions.
Il nous reste un peu de temps. Si certains veulent prendre la parole, peut-être pour faire un retour, à défaut de questions, peut-être témoigner de là où ils en sont sur la question des énergies renouvelables et du photovoltaïque en particulier. Nous dire aussi bah, s'il y a d'autres points qu'on n'a pas abordés aujourd'hui et que vous souhaitez peut-être voir, en tout cas, abordés, mais s'il y a besoin, on pourra aussi compléter avec l'envoi d'informations a posteriori. Voilà, est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? J'en vois pas. Régis Bayot a dit dans l'agglomération, je ne sais pas si vous avez peut-être des projets en cours pour être conseiller communautaire à Dinan Agglomération. Oui, bonjour Monsieur Ramar. Vous m'entendez? Oui, c'est bon, allez-y, Régis. Oui, oui, effectivement, on a quelques projets avec une boucle d'autoconsommation patrimoniale, du coup, qui se fera après la mise en place d'une installation d'environ 270 kW crête sur le siège technique de l'agglo. On réfléchit aussi à d'autres projets, à une stratégie un peu plus globale, parce qu'on a quand même un patrimoine assez important, au moins un patrimoine intercommunal. Voilà, après, effectivement, moi, la grosse interrogation que j'ai, au vu un petit peu des annonces gouvernementales, c'est plutôt le modèle économique, en fait, hein, qui est quand même pas mal perturbé avec le S21 qui risque d'évoluer avec une diminution comment dirais-je, pour l'accès, en fait, à ce S21 en termes de puissance plutôt sur 200 kW d'ici pour 2026. La fin des FEA aussi, c'est un peu les annonces là qu'on voit passer. Donc du coup, un modèle économique qui risque de plus être ce qu'on avait il y a encore quelques semaines ou quelques mois. Oui, et puis nous, ce qu'on voit aussi, c'est avec la variabilité des prix de l'énergie sur les marchés. Avec les tarifs qu'on avait l'an dernier au sein du groupement d'achat du SDE, l'autoconsommation collective avait toute sa pertinence. On arrivait à sortir un électron autoproduit qui était à un coût de production inférieur à ce qu'on obtenait via l'achat d'électricité sur le marché. Avec ce qu'on a obtenu donc aujourd'hui comme prix avec bah, les prix qu'on connaît en fait sur le marché de l'électricité, on se retrouve avec une énergie réseau qui est vraiment peu chère par rapport à l'énergie autoproduite. Et donc forcément, il y a des arbitrages au niveau des collectivités qui font être différents. Et donc la question qui était, est-ce que je fais de l'autoconsommation collective pour avoir une électricité moins chère? Eh ben, en fait, ça marche pas à tous les coups. Donc en fait, il faut vraiment que chacun se positionne sur plutôt une globalité en fait de critères. Et notamment, l'autoconsommation présente l'intérêt de garantir un prix plus stable. Il y aura bien sûr une actualisation avec quelques coûts opérationnels qu'il faudra intégrer. Mais en fait, on a aujourd'hui, avec l'autoconsommation, l'autoproduction, une capacité à plus maîtriser en fait son avenir. Mais ça ne veut pas dire que ça se passe forcément avec une électricité moins chère. Donc voilà, il faudra aussi regarder au-delà de l'évolution des accompagnements qui peuvent exister au niveau national en termes de tarifs et même de montage. Il faudra regarder au niveau local ce qu'on va pouvoir proposer entre la situation d'électricité achetée sur le marché versus celle qu'on aura autoproduit et autoconsommée. Et par rapport à la remarque de Régis, on attend le décret S24 qui doit sortir très prochainement et qui devrait préciser un peu toutes ces interrogations-là, en espérant qu'il ne nous contraigne pas trop sur justement les puissances et sur les modèles qu'on a actuellement en toiture. Donc le S24 va intégrer les petites centrales au sol et en espérant que ça n'impacte pas trop les centrales en toiture. Donc c'est les bruits de couloir. Donc vraiment, on attend de voir ce qu'il en sort. Ouais, si je peux. Alors, du coup, ça me surprend un peu. Je reprends la parole à Régis Baillot. Pour moi, le S24, c'est plutôt sur l'agrivoltaïsme. C'est ce que j'avais, moi, sur les infos que j'avais, et qui était différent du. Enfin, voilà, c'est deux domaines différents. Le S21 plutôt sur la partie, reste sur la partie toiture ombrière, et S24 plutôt Le agrivoltaïsme. S24, c'est les petites centrales au sol. Donc, D'accord. si on Bon, reste bah, sur le ça évolue. S21, ce que j'espère, c'est qu'on reste sur le modèle du S21 pour les centrales en toiture et en ombrière. Faut pas trop Après, perturber. juste ce qui était intéressant, ce que je peux rajouter, c'était sur la partie stockage, là. Je pense que ça va faire partie
Enfin, je ne sais pas où vous en êtes sur ça. J'imagine que vous êtes en veille, mais je pense il y aura un gros intérêt effectivement à rajouter du stockage parce que c'est ce qui permettra peut-être de lisser économiquement les projets, quoi. Sur les modèles actuels, le stockage, on en a un intérêt sur les gros projets et les gros systèmes de stockage, mais avec le modèle actuel, pas sur les petits projets. Après, les technologies de batterie évoluent, et puis les critères de rachat d'énergie, les critères de vente d'énergie, tout ça c'est mouvant. C'est vrai que le photovoltaïque, ça évolue très très vite. Et si aujourd'hui, le modèle économique n'est pas viable sur du stockage, dans quelques mois, peut-être qu'il le sera en fonction des annonces qu'on va nous faire sur les évolutions. C'est vrai que ce stockage, effectivement, même s'il y a une pertinence technologique et un intérêt certain, il ajoute forcément une composante dans l'équation économique avec un montant forcément supplémentaire dans l'installation à considérer. Mais oui, on est en regard sur ces sujets-là. Et pour aller au bout, il faudra regarder aussi côté consommation, parce qu'en fait, l'avantage du stockage, c'est de pouvoir, en gros, mieux relier production et consommation. Et on a aussi d'autres dispositifs de pilotage de la consommation, sur différents équipements présents notamment dans les bâtiments, sur lesquels on va pouvoir aussi jouer. Et on va aller vers ce qu'on appelle la flexibilité totale, en veillant à optimiser en fait son usage de l'énergie, consommer au moment où l'énergie est produite. Il y a d'ailleurs sans doute une évolution des tarifs proposés par les différents fournisseurs avec de nouvelles plages d'heures pleines, heures creuses, hein. C'est ce sur quoi la Commission de régulation de l'énergie travaille. Et puis également l'évolution de systèmes de pilotage des équipements électriques en particulier, mais aussi avec un peu de stockage et aussi donc une capacité à éventuellement ajuster la production en fonction du besoin en fait que le réseau aura mentionné. Donc là en fait on voit qu'on a un système énergétique et électrique en particulier qui va complètement évoluer. La valorisation ne sera pas forcément avec des tarifs décidés au niveau national et en gros une capacité à aller vers des prix garantis, fût-il trop faibles par moment, mais surtout avec des optimisations qui seront à gérer au niveau local et à voir comment est-ce qu'entre autoproduction, autoconsommation, soutirage ou injection dans le réseau, on arrive à trouver de nouveaux équilibres techniques et économiques. Donc voilà, je termine là avec une ouverture qui montre qu'on va aller vers plus de complexité et qu'au niveau de nos collectivités, forcément, ça veut dire qu'il va falloir qu'on partage encore plus l'analyse qu'on peut faire des situations et des possibilités techniques, technologiques même, et puis une partie juridique et financière qui ne sera pas moins complexe et donc qui ne nécessitera pas moins d'accompagnement humain pour pouvoir prendre les meilleures options dans les mois et années à venir. Voilà. Il y a d'autres Il y a questions une depuis, dernière Anne? question de Patrick Allan qui demande à avoir accès aux documents de la présentation. Donc, ils seront mis sur les sites respectivement de l'AMF et du USDE le plus rapidement possible. Voilà, et comme ça, vous pourrez faire dérouler les diapos à la vitesse que vous souhaitez, contrairement à ce que nous, on n'arrivait pas à faire aujourd'hui. Sans les rectangles. Voilà. Donc, bien sûr, on partage les informations et peut-être que à l'issue de cette réunion-là, au regard des questions, l'idée, ça sera peut-être d'avoir au niveau du syndicat des liens avec les collectivités, aussi bien techniciens que élus qui sont intéressés par ce domaine. On se fasse un peu un petit groupe d'échange autour du photovoltaïque en particulier, parce que là, il va falloir vraiment qu'on puisse partager les bonnes expériences en fait trouver les nouvelles solutions ensemble. C'est un domaine quand même très mouvant. Donc voilà, et on a une commission énergie renouvelable ou un groupe de travail énergie renouvelable au syndicat. Peut-être qu'on pourra l'ouvrir au fait aux techniciens de façon à pouvoir contribuer ensemble à une forme de nouvelle trajectoire du photovoltaïque en Côte d'Armor. Voilà, c'est bon. Loïc, est-ce que tu veux conclure de ton côté? S'il est encore là. D'accord. On ne vous entend pas. Il n'y a pas le Votre micro. micro est coupé. Oui, je ne vais pas forcément conclure parce que je serais incapable d'avoir le niveau de technicité sur lequel vous nous avez informé ce matin, mais toutes ces informations très pratiques et abordables sont intéressantes pour les collectivités, notamment dans leur capacité à faire les bons choix. Puisque dans le maquis de l'énergie et des sollicitations qu'on peut avoir les uns et les autres dans nos fonctions,
effectivement s'appuyer sur un organisme comme le syndicat départemental d'énergie pour avoir de l'information fiable et, et je dirais dénué d'intérêt de par la collectivité, c'est important. Donc, moi, j'ai beaucoup apprécié cette rencontre sur ce niveau de réflexion qu'on peut avoir sur l'autoconsommation demain par rapport au regroupement de nos établissements publics. Hein. En même temps que vous présentiez ça, j'étais déjà en train de faire l'inventaire de tous mes bâtiments dans mon rayon de 2 kilomètres et je me dis que finalement, oui, en mettant des panneaux solaires sur mon parking de salle des fêtes, eh ben, je dois pouvoir couvrir la consommation de mes bâtiments. Donc on voit bien que certes, ça paraît tout simple comme ça, mais que derrière, il va y avoir beaucoup de travail, d'analyse et de prospection à faire et que, eh bien, en s'appuyant sur le syndicat départemental, nous devrions avoir à un moment donné tous les éléments pour faire les bons choix. Je suppose que pour mes collègues des autres communes, ce sera de la même façon. Donc, merci beaucoup. Et puis, bien, on arrive au terme de cette matinée. Comme il a été dit, les documents seront mis à disposition. Et nous nous retrouverons, je pense, très rapidement pour de nouveaux éléments et de nouveaux partages d'informations autour des questions de l'énergie dans son ensemble. Donc, merci à tous et puis bonne fin de journée et bon week-end à tous. Très bien, merci à Merci. vous. Au revoir.